Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui se lance dans un défi sportif, qui se lance dans le soutien à une cause et il nous expliquera pourquoi. Et puis, hasard du calendrier ou pas, il porte le même nom qu'une de mes anciennes invitées. Je suis très heureux de tendre le micro à Richard Danielou. Salut Richard. Salut, bonjour à tous. Éludons déjà le sujet tout de suite. Est-ce que tu connais Delphine Danielou ? Alors je connais pas, mais via le podcast qui est sorti précédemment, du coup j'ai appris à la connaître. Mais c'est le même nom de famille, mais avec un L en moins. Ça reste quand même une cousine éloignée, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. On va dire ça. Bon, Richard, je te remercie d'avoir accepté d'échanger avec nous. On va revenir avec toi sur, justement, comme je disais en intro, sur ce défi, sur la cause, les causes que tu veux soutenir. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Richard Danielou ? Écoutez, Richard Danielou, c'est une personne simple. Bientôt 30 ans dans 6 jours. Maintenant, si je compte bien, le 24 juin. Donc, 2 jours après la course. Donc, j'espère qu'on pourra fêter ça avec une belle course après. Voilà, donc 30 ans bientôt. Je travaille en banque. Voilà. Et puis après, côté perso, je suis quelqu'un de très sportif. Très sportif, qui est assez casanier, assez je vais pas dire solitaire, mais qui aime bien son petit cocon, etc. Et puis voilà, qui est surtout très famille et puis très proche de sa famille au quotidien et voilà, quelqu'un de très simple. Bon, j'ai noté qu'effectivement tu travaillais dans le secteur bancaire, on peut le nommer, on n'est pas à la radio, hein. Et puis vu que c'est mon ancien employeur, parlons-en, une petite banque française au logo rouge et noir, c'est ça ? C'est ça, exactement. sans la citer, ouais, c'est ça, exactement. Tu fais quoi chez SG d'ailleurs ? Allez, c'est cité. Je suis conseiller clientèle premium là-bas. Ok, et ça veut dire quoi, conseiller clientèle premium ? C'est du marché un petit peu patrimonial. On se rapproche du patrimonial, ouais. Ce qui veut dire que finalement, tu accompagnes tes clients, que ce soit alors plutôt des particuliers, j'imagine, mais... Ouais, uniquement du particulier, ouais. En fait, sur tous les aspects de la vie, en fait, vraiment tous les projets, hein, que ce soit les projets de financement IMO, conso, même la partie placement... prévoyance, retraite, anticipation de la retraite, etc. Enfin, vraiment sur tous les aspects Donc de la vie privée. Quand tu dis patrimonial, c'est tout ce qui touche au patrimoine, c'est pas forcément des grandes fortunes, c'est pas la branche banque privée, c'est accompagner les clients sur l'utilisation de leurs fonds pour se constituer ou faire fructifier un patrimoine. Voilà, c'est ça, exactement. Tout en essayant je ne veux pas dire de redorer l'image du banquier, mais tout en essayant d'être le conseiller, pas dire gentil, mais pour enlever l'image du banquier de l'époque, etc. L'image qu'on a au-dessus de la tête, quoi. Qui n'est pas réelle, je tiens à le souligner. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu es un conseiller clientèle et tu rencontres tes clients. Parce que de plus en plus dans les banques, on rencontre des automates, voire des robots, voire une personne à l'accueil qui vous dit allez avec votre carte dans tel ou tel ou tel automate. Mais au moins, là, ça fait du bien de pouvoir rencontrer des gens. Et puis... heureusement, parce que finalement, sinon je serais... je vais pas dire que je serais plus là, mais du coup, j'aurais plus de travail. Ouais. Donc, fort heureusement, après, comme partout, on n'échappe pas à la digitalisation, à l'intelligence artificielle, etc. Donc, forcément, tout métier a un avenir qui est plus ou moins indécis. Donc, mais pour l'instant, ça va.
C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, l'important, c'est que ce soit un job qui te plaise. Et puis, j'imagine que ça te laisse aussi un petit peu de temps pour t'entraîner à côté. Ouais, ça me laisse du temps. Alors, c'est pas le métier le plus adapté pour faire la pratique sportive. Forcément, c'est un métier de bureau où on fait des horaires du matin au soir, fin de journée, etc. Mais j'ai l'avantage d'avoir un week-end avec une demi-journée en plus, dont le lundi entier, donc ce qui permet d'adapter et puis de s'entraîner un peu plus. Et puis après, c'est en semaine, c'est juste de s'adapter forcément comme on le peut après le travail ou avant le travail. Moi, je sais que je vais pour la piscine, c'était le plus simple pour moi. J'ai une piscine qui ouvre 2 fois la semaine avant les horaires d'ouverture, donc du coup d'y aller à 7h avant d'aller travailler, c'est on s'adapte forcément. Mais le week-end est quand même assez agréable dans ce métier-là pour pouvoir s'entraîner et avoir un petit peu plus d'horaire. Bon, un autre petit point commun, t'es au Havre, c'est ça ? Ouais. T'as toujours été au Havre ? Ouais, je suis natif du Havre, donc ouais, toujours. Bon, moi je suis rouennais à la base. D'ailleurs, j'y retourne ce week-end à l'heure où on enregistre. Donc, pour la fête de la musique, pour le week-end de la fête de la musique, je serai à Rouen. Ce sera l'occasion de placer un entraînement swimrun avec mon futur binôme pour Eutileux, avec Fergus. Mais ouais, donc SG tous les deux, Normand tous les deux, triathlètes tous les deux. Attention. Il y a peut-être des choses à construire. Là. Il te reste plus qu'à construire un podcast et puis c'est bon. C'est ça, exact. Non, je voudrais pas faire de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Je laisse ça aux professionnels. Revenons justement sur l'aspect sportif. Quand est-ce que tu découvres le sport et le triathlon en particulier ? Alors le sport, j'ai découvert ça vraiment très petit en fait. C'était, j'ai fait du basket. J'ai fait plusieurs sports. J'ai fait 6 mois de foot, j'ai fait 1 ou 2 ans de tennis, puis ensuite je me suis lancé dans le basket assez jeune. Je dirais que j'ai dû faire plus d'une vingtaine d'années de basket. Et puis après le triathlon, ça m'est venu en fait je courais quand même pas mal parce que forcément avec le basket, même le week-end, je faisais de la course à pied, etc. Et puis il y a une année où avec 2 amis, on s'est lancé. On a fait pour s'amuser, on s'est dit on va faire ce qu'on appelle le raid du Cap à Sainte-Adresse. Donc en fait c'est un triathlon qu'on a fait en équipe où chacun faisait une partie. Alors c'est un triathlon mais un petit peu trail parce que le vélo faut un VTT, la course à pied faut grimper la falaise de Sainte-Adresse, etc. Enfin c'est assez complexe. Mais après progressivement, j'ai acheté mon vélo, j'ai commencé à faire du vélo, et puis j'ai vu le triathlon de Deauville, donc le format M avec un petit peu moins avec le distance olympique 750, donc où il y avait moins de natation, donc ce qui m'allait très bien. Donc je me suis inscrit à celui-là, et puis j'ai bien accroché. Et puis en parallèle de ça, le basket commençait à s'estomper un peu dans ma vie. Je prenais j'avais moins cet esprit de compétition que j'avais avant, j'évoluais dans un niveau un peu moins élevé, etc. J'avais rejoint une équipe avec des amis où c'était vraiment top, on s'amusait vraiment, on jouait très très bien ensemble, c'était cool. Et puis après donc voilà, je me suis mis au triathlon, je me suis inscrit au triathlon de Deauville, et puis après j'ai enquillé directement sur un 70.3, donc un half Ironman au Sable d'Olonne. Et puis après chaque année j'ai pas arrêté. Après l'année d'après je me suis inscrit à suite de Nice. Puis l'année d'après j'ai refait les sables, l'année d'après j'ai refait les sables. Et puis voilà, puis l'année dernière j'ai fait mon premier Ironman au Portugal en octobre. Et puis voilà, j'y suis venu progressivement en fait jusqu'à passer maintenant à faire que du triathlon. Je vais pas dire au quotidien, mais c'est vrai que je fais plus d'autres sports. J'ai lâché totalement le basket, et puis maintenant ça me permet quand il fait beau d'aller rouler, d'aller courir, etc. Puis même ça vide la tête, ça fait du bien, etc. Donc voilà, mais depuis toujours le sport. T'es pas le premier qu'on a sur le podcast qui passe du basket ou d'un sport co au triathlon. L'avantage, c'est que ça te constitue quand même une bonne caisse d'intensité au basket, comme dans le hand, comme dans le foot, comme dans d'autres sports co. En fait, il y a beaucoup de relance. Vous courez
pas 10, 20, 30 km, quoique en foot, ça court déjà peut-être un petit peu plus qu'au basket. En revanche, c'est sur des temps très courts et il faut aller très très vite. Donc ça vous permet d'avoir déjà cette caisse, au-delà de construire le foncier d'endurance, mais en tout cas l'intensité et puis le cardio qui va bien, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé. En fait, moi, quand j'ai commencé vraiment à faire uniquement de la course à pied, je le voyais alors, comme tout coureur ou tout sportif en fait qui est un peu, je vais pas dire matrixé, mais c'est vrai qu'il faudrait se dégager de ça. Mais je regardais forcément la montre et je voyais que je commençais la course à pied, mais j'avais des temps qui étaient pas très bons, mais qui étaient pas non plus décorrélés de chronos entre guillemets normaux. Et en parlant avec des amis, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, le basket et les sports co, en fait, ça permet de se créer, comme tu dis, une caisse, en fait, d'avoir déjà un cardio qui est quand même assez bien travaillé, puisque au basket, on fait pas, comme tu dis, des efforts longs, mais par contre, c'est des efforts courts, c'est limite des sprints. Enfin, c'est vraiment des allers-retours de terrain où forcément on joue. C'est comme si on allait faire finalement une séance de fractionné sur piste. Et donc on fait des allers-retours de terrain. Il y a des moments de plus ou moins haute intensité. Et je pense que c'est ça qui fait que ça nous crée un cardio qui est déjà assez bien travaillé, et puis les jambes aussi qui travaillent fortement, donc même niveau musculaire, les jambes sont déjà assez bien construites pour faire la transition de manière assez fluide, quoi. Et quand tu as commencé le triathlon, est-ce que tu t'es entraîné seul ou tu as été rejoindre un club ? Ouais, tout seul, même encore à l'heure aujourd'hui. En fait, j'ai vraiment fait ça tout seul. Même des amis en fait qui font du triathlon sont pas sur sur le Havre. Donc vraiment, quand je m'entraîne sur le Havre, c'est vraiment tout seul. Toutes les autres personnes que je connais, des amis qui font du triathlon, sont soit sur la région rouennaise, soit sur Paris, etc. J'avais regardé pour rejoindre un club parce qu'il y a un gros club, il y a deux gros clubs aux alentours. Il y a le Hack Triathlon et puis il y a même le club de Gonfreville. Le fameux ESMGO qui nous faisait tant rêver à l'époque où j'ai commencé le triathlon en 96 à Rouen. C'est ça. On en entendait beaucoup parler. Exactement, ouais. Ouais, et puis on en voit partout. Enfin, c'est le Hack Triathlon et le ESMGO, on les voit partout, même sur les podiums, etc. Donc, mais finalement, en fait, j'en reviens aux horaires de boulot. C'est vrai que c'était assez contraignant pour moi, et puis je me voyais pas dire je rejoins un club et puis finalement je sais pas si je vais être là tel jour, et puis finalement tel jour je viens, mais finalement je pourrais pas, etc. C'était vraiment je voulais pas, entre guillemets, je veux pas dire décevoir, mais m'engager dans un truc où ça aurait peut-être été bancal de mon côté par rapport à l'organisation, etc. Bon, j'en profite du coup pour refaire un petit rappel sur un épisode qu'on a déjà publié, et en l'occurrence c'était Charlie qui l'avait diffusé. L'avantage de s'entraîner dans un club, ou en tout cas de prendre une licence dans un club, au-delà de pouvoir s'entraîner avec d'autres coéquipiers, de se tirer la bourre, de se tirer vers le haut, d'avoir aussi cette motivation d'aller à l'entraînement quand finalement si on était tout seul, je ne serais pas si motivé que ça à sortir. Là finalement, savoir qu'il y en a d'autres, qu'on va retrouver des copains, ça peut motiver, mais surtout le gros avantage c'est de prendre une licence, et quand tu prends une licence, t'es couvert. Et t'es couvert pendant les compétitions, et t'es aussi couvert pendant tes entraînements. Alors t'as peut-être pris une licence à titre individuel, mais voilà, ça c'est un des avantages, au-delà du fait que effectivement, si tu peux pas aller à tous les entraînements, est-ce que ça vaut la peine de prendre une licence dans un club si c'est pour aller faire un entraînement une fois tous les 2-3 semaines? Oui, quand même, parce qu'il y a ce côté licence et protection en cas d'accident. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que j'aurais pris une licence parce que là, je fais du triathlon, mais je fais aller au max 1 à 2 courses dans l'année. Donc forcément, la licence, moi, je prends ce qu'on appelle des passes compétition. Donc ça, je vais pas dire que c'est plus rentable, mais c'est sûr que la licence, il y a ce côté sécurité aussi des courses, etc. Et puis même, je sais que j'en dis que du bien, mais je l'ai jamais fait, donc du coup, mon avis est pas forcément très très bon, mais oui, le fait d'être en club, comme tu disais même tout à l'heure, c'est le côté avoir des amis, des collègues de triathlon pour faire les entraînements. Moi je le vois quand je fais des sorties vélo, quand faut que j'aille m'entraîner, etc., et que je sais que je suis tout seul, les sorties sont longues.
Les sorties sont très longues. Surtout là, qu'il fait toujours très beau en Normandie, donc ça donne envie de sortir. Bah, sur les 2 dernières semaines, oui. Après, sinon, c'était 70% de home trainer. Mais bon, après, on s'adapte. Et bon, donc du coup, en home trainer, il n'y a pas besoin d'être en club. Parce que finalement, on s'entraîne tout seul. Mais non, ouais, je conseillerais quand même d'aller en club. Moi, c'est la chose que j'ai pas faite par choix. Mais il y a que du positif, hein. Même le côté d'avoir des entraîneurs. Enfin, c'est bête, hein, mais moi la partie natation, c'est vraiment ma hantise, et c'est vraiment la chose. Dès que je sors de l'eau sur un triathlon, là mon triathlon commence vraiment. D'avoir des entraîneurs de natation, quand vous allez faire les entraînements de natation, en fait vous avez vraiment quelqu'un qui vous coach, qui permet de vous remettre votre technique de nage comme il faut, etc. Alors que moi je vais nager, en fait je fais mes longueurs, j'essaie de m'entraîner, de regarder des vidéos, de me coacher un peu tout seul, mais ça c'est jamais mieux que d'avoir un coach et d'être en club, et d'avoir des personnes avec qui s'entraîner pour progresser, pour prendre un petit peu leurs astuces, etc., quoi. Bon, je te posais la question innocemment du club parce que justement, tu disais que tu venais du basket, que tu avais la caisse pour faire pas mal d'allers-retours et pas mal d'intensité. Donc du coup, toi en fractionné, ça doit envoyer quand même. Ça envoie. Après, pas à un niveau où... je connais certaines personnes qui envoient quand même pas mal. Et puis le fractionné, j'en fais, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Ouais, ça envoie après... tout est relatif, hein. Prends une balle, hein. En fonction de qui. Prends une balle, hein, ça va peut-être te motiver, hein. Ouais. Pour faire des 30-30 en dribblant, ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait, ça pourrait être une idée. Mais après, oui, ça peut envoyer, mais après, ça dépend par rapport à qui, forcément. Tout est relatif, mais je sais que oui, le fractionné, même si j'en fais pas énormément, je sais que j'aime bien ça. Parce que forcément, venant du basket, les efforts courts et intenses, j'adore ça. Mais faudrait que je me teste un jour sur du fractionné par rapport à d'autres personnes qui sont un peu plus dans le haut du panier sur le niveau, quoi. Bon, c'est ce qu'il te reste à faire, hein. Faut aller faire toc-toc aux portes d'un club, hein. Et en C'est plus, ça, en natation, exactement. t'as pas d'excuse parce que le HAC est quand même un super bon club, au-delà d'être triathlon, un club multisport, mais ils ont surtout une super section natation. Et il y a quelques champions du monde et olympiques qui viennent du HAC quand même. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Je peux pas me cacher derrière ça, de dire que, je suis du Havre, mais je suis pas au triathlon alors que j'en fais. Et pourtant, à chaque fois que j'allais à un kiné ou que j'allais même chez l'ostéo, qu'on parlait, etc. Et que je disais que je faisais du triathlon, la première question, c'est du coup t'es au club du HAC triathlon. Enfin, c'est vraiment limite une institution au Havre, quand tu fais du sport et du triathlon, de dire t'es au HAC triathlon. Même quand je sors faire du vélo ou que je vais courir, etc., il n'y a pas une seule sortie où tu croises pas quelqu'un avec le t-shirt, avec un t-shirt de sport du HAC triathlon. Enfin, c'est une institution. Donc ouais, je l'ai pas. Moi, c'est volontaire que je l'ai pas fait parce que je voulais, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas m'engager sur un truc où je savais que de mon côté, ça aurait pu être un petit peu bancal niveau organisation et puis par rapport à ce que j'avais côté perso. Donc, mais moi, ça me va comme ça aussi, d'être dans ma bulle, etc. Je pense que j'aurais bien aimé, j'aurais adoré le côté être en club, comme j'ai toujours été, avec des personnes avec qui se challenger, etc. Mais voilà, ça me va bien comme ça. Et puis le côté compétition, je l'avais énormément sur le basket. Sur le triathlon, c'est plus, vu que c'est un sport individuel, je le fais plus aussi maintenant pour moi, parce que je sais que si je m'entraîne mais pas trop, et si je fais une course où le chrono me va pas, etc., je serais frustré, je m'en voudrais à moi et je serais énervé, mais pour moi, je décevrais pas et je décevrais pas d'autres personnes, etc., mes coéquipiers, etc. Donc voilà, ça me va bien aussi.
Et du coup, comment est-ce que tu t'entraînes? Comment est-ce que tu fixes tes entraînements? Comment est-ce que tu les choisis? Comment est-ce que tu te motives? Parce que quand on n'a pas forcément un plan d'entraînement que nous prépare un entraîneur ou d'aller rejoindre les coéquipiers et les coéquipières au club, si le temps est pas super, si t'as pas passé une super nuit, si t'as une petite douleur dans le mollet, c'est parfois un peu difficile de sortir faire du vélo, sortir rouler, sortir nager, sortir courir. Ouais. C'est vrai que c'est plus compliqué quand on n'a pas de coach. Il y a voilà début d'année, enfin je dirais même février, mars, quelque chose comme ça. Pour la partie course à pied, j'ai un ami, Clément Lemaître, qui habite sur Rouen maintenant, qui est du Havre mais qui habite sur Rouen aussi, qui est prof de sport et qui s'est mis à se former sur le coaching, etc. Que je remercie d'ailleurs, qui m'a suivi sur la partie course à pied, donc pour me faire un plan, etc., pour essayer de me préparer pour l'Ironman, plan qu'on a du coup un peu mis de côté par rapport aux récents événements qui me sont arrivés, mais là sur la partie course à pied, il m'a bien accompagné. Aujourd'hui je ressens les effets, alors qu'avant j'avais pas de plan. Et puis pour le reste, en fait c'est vraiment moi qui fait mon, je veux pas dire mon programme, mais qui fait mes sorties, forcément comme tu disais tout à l'heure, en Normandie, en fonction du temps aussi. Parce que quand tu prévois une sortie course à pied ou une sortie vélo, mais que dehors il pleut à verse, etc., finalement tu changes, tu fais du home trainer. Donc j'adapte. Je sais que j'essaye d'avoir tant de séances de course à pied, tant de séances de vélo, tant de séances de natation dans la semaine. Comme je disais tout à l'heure, la natation, la piscine où je vais le matin avant le travail, elle ouvre le mardi et le jeudi avant 10h, donc elle ouvre à 7h, donc moi j'y allais mardi et jeudi. Comme ça, moi, la séance natation, j'avais pas besoin de me caler une journée après le travail, et comme ça me permettait de me caler mes autres sorties course à pied et vélo dans la semaine, dont forcément le week-end et le lundi, notamment vu que je travaille pas le lundi, de me dire le lundi, si je veux faire du vélo, je veux faire des plus grosses sorties, en fait je cale comme ça en fait. Et comme ça dans la semaine, une séance de fractionné sur home trainer pour le vélo ou sur la course à pied, je la cale le soir après le travail, etc. Donc c'est vraiment de l'organisation et de la programmation par rapport à son propre agenda, et puis de s'adapter forcément face aux conditions, etc., quoi. Et puis après tout ce qui est séance, corps de séance, etc., je sais que je suis pas le meilleur élève là-dedans, parce que je m'y connais pas, et quand on est tout seul, etc., forcément c'est difficile par rapport à un coach, où le coach il t'envoie ta séance, tu le fais, et puis c'est très bien. Là moi je sais, je suis pas le bon élève, mais sur home trainer, pour le vélo, sur les séances de fractionné, je me mettais sur home trainer. Et puis je sélectionnais une bonne séance de fractionné sur Zwift, et puis j'envoyais, quoi. Et puis ça fonctionne. Alors c'est pas un programme, et c'est pas un programme d'entraînement qui permet d'aller chercher des performances sur les courses, etc. Maintenant moi c'est ce qui me va. Tant que je fais du sport, tant que j'essaie de continuer à rouler, à nager et à courir, et puis à me maintenir et à pouvoir remplir mon objectif à la fin. Moi, c'est ce qui me va. De toute façon, comme je dis à certaines personnes, j'ai pas un agenda, j'ai pas un travail qui me permet de faire 15-20 heures d'entraînement la semaine. C'est très compliqué. Donc forcément, moi je sais que ma compagne elle me dit toujours, et ma famille me dit toujours, mais faut pas se comparer. Tu peux pas comparer quelqu'un qui peut s'entraîner comme toi 10 heures, 11 heures d'entraînement la semaine, vraiment en se dédiant à ça, et une personne qui arrive à s'entraîner 15-20 heures. C'est pas possible. J'ai du mal à me le mettre dans la tête, mais finalement c'est une réalité. Et ouais, mais justement, ça te fait quoi en volume horaire au pic? Là, on arrive bientôt à ton objectif de l'Ironman des Sables d'Olonne. Donc, les plus grosses semaines que tu as faites, hors semaine choc ou stage ou pseudo-stage d'entraînement, mais tes plus grosses semaines, ça t'a amené où? Les plus grosses semaines, forcément adapté, ça m'a amené à du 12-13 heures d'entraînement. Donc pour un objectif comme ça, c'est pas énorme non plus, hein, en termes de volume horaire. Alors après on dira toujours la qualité prime sur la quantité. Mais forcément c'est pas
c'est pas un volume horaire qui est le plus adapté. Maintenant, ça se fait. Voilà, il suffit juste de faire les bonnes séances, puis d'être précis dans ce que tu fais et puis de faire les choses bien, etc. Il y a des semaines où je tournais à 7 heures parce que niveau de l'agenda, etc., j'avais pas le choix. Il y a des semaines où je faisais du 13 heures, etc. Donc j'ai pas l'entraînement et le programme d'entraînement le plus linéaire. Mais après, est-ce que, comme on disait tout à l'heure, c'est mon passé de basketteur qui fait que j'ai un cardio qui était assez développé, qui me permet de réussir à finir une course comme ça. Je touche du bois même dimanche, mais à finir des courses comme ça, avec un volume d'entraînement, je vais pas dire aussi faible, mais pas aussi élevé que certains, quoi. C'est sûr, tu as constitué une certaine caisse depuis que tu as commencé à faire du sport depuis tout petit. T'es pas très vieux, donc ta récupération, elle est aussi encore optimisée. Et puis finalement, ce que tu fais en faisant 7 à 13 heures d'entraînement par semaine, c'est que tu maintiens un certain niveau qui te permet de pas te blesser et d'aller au bout de ta course, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, là-dessus, si t'as pas d'entraîneur, moi j'ai 2-3 conseils à te donner. Bon, alors déjà, des entraîneurs, et ça, il y en a pléthore. Tu peux en trouver plein. Sur le podcast Devenir triathlète, j'en ai interviewé plein. Forcément, je ne peux que faire la pub de Christophe Yamas, qui est mon entraîneur actuel, mon petit entraîneur chéri. Forcément, OpenTree aussi, avec qui on produit le podcast. Ouais. Eux, ils ont toute une plateforme d'entraînement qui te permet déjà, non seulement, par exemple, de prendre une licence individuelle. Donc, c'est sûr que si tu fais 1 ou 2 courses par an, c'est peut-être pas forcément la chose la plus rentable. Tu peux te contenter d'un passe-journée. En revanche, si tu veux en faire un petit peu plus, notamment des courses courtes, et puis que tu veux avoir cette couverture d'assurance pendant tes entraînements, une licence individuelle peut te permettre de couvrir ça. Donc, licence individuelle ou licence dans un club virtuel, comme fait OpenTree. Et puis, ils ont aussi une plateforme d'entraînement pour pouvoir entraîner les gens. Et puis, le dernier truc, qui peut même coûter moins cher, c'est maintenant, avec tous les outils d'IA qui sont quand même assez bien alimentés et assez bien entraînés, tu peux lui dire quelles sont tes contraintes, quels sont tes objectifs, quelles sont tes envies, même lui dire chaque semaine je veux que tu me fasses un plan d'entraînement de 7 à 10 heures et puis avec une séance bonus et ou une séance que je pourrais faire sauter si jamais mon agenda me le permet pas. Donc il va te faire un rétro-planning par rapport à l'objectif que tu te fixes ou aux objectifs que tu te fixes s'il y en a plusieurs. Et puis après il va t'indiquer quel type de séance tu dois faire, te structurer les séances. Enfin tout ça, après il faut rentrer dans un échange avec les outils d'IA. T'as Mistral pour le petit français, Claude pour Anthropic, OpenAI, Gemini de Google, etc. Enfin ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google. T'en as plein et ça se tente. Alors attention aux hallucinations, parce que des fois les moteurs, les modèles d'IA hallucinent un peu, mais ça peut toujours être mieux que rien si tu veux justement avoir un semblant de structuration de ton entraînement et te dire le lundi je sais que j'ai la journée donc je peux aller rouler. L'IA m'a dit aujourd'hui tu vas rouler, tu vas faire 2 heures avec 30 minutes de PMA après avoir fait 40 minutes d'échauffement et puis après de la récup, tu vois, et puis avoir un semblant de séance structurée. Ça peut aussi, même si ce n'est qu'un modèle d'intelligence artificielle qui t'a pondu ça, t'ajouter une brique de motivation supplémentaire et de te dire j'ai mon plan, il faut que je le respecte, donc qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que je doive adapter ou pas, que je sois disponible ou pas, je vais y aller. Ouais, ça, je connaissais pas du tout je savais pas que maintenant l'intelligence artificielle faisait ça. C'est à tester, hein. Après, c'est sûr que c'est pas personnalisé. Je pense pas que ça soit personnalisé vraiment à l'athlète, au sportif, directement. Mais c'est vrai que c'est une première porte d'entrée. C'est sûr que si tu veux avoir quelque chose de personnalisé, c'est comme avec ton banquier, avec ton conseiller de clientèle. Soit tu as un automate et puis tu fais ce que tu peux, ou alors la banque en ligne, ou alors tu vas voir ton conseiller bancaire qui va pouvoir t'apporter tous les conseils et t'aider dans la gestion quotidienne de ton compte, quoi. Donc du coup, toi, tu as déjà fait un objectif, tu as déjà fait un Ironman l'année dernière à Cascais, au Portugal. Je regardais les temps, ça va, c'est honnête pour quelqu'un qui se définirait, passe-moi l'expression, mais comme un amateur qui peut faire 7 à 10 heures d'entraînement par semaine, quoi. Ouais, c'est... je sais pas comment définir, mais je vais pas dire que j'ai été content de moi parce que compétiteur dans l'âme et on veut toujours faire mieux, forcément. Mais je suis quand même fier de moi, même si je le dis rarement. Cette fois-là, je l'ai été.
parce que avec l'entraînement, non, ça passe pas. Avec l'entraînement que j'ai et puis le stress, le fait de faire une première course, en plus c'était un premier Ironman, donc à l'étranger. Heureusement, il y avait ma compagne que je remercie qui était avec moi, donc c'est un soutien énorme. Je m'attendais pas à faire une course aussi bonne entre guillemets pour moi. Pour être très honnête, et ma compagne l'a ressenti aussi. Quand je suis arrivé après la course, j'étais bien plus frais et bien mieux que sur tous mes 70.3 que j'avais fait avant. Donc, alors est-ce que c'est parce que je me suis mieux géré pendant la course, j'ai plus mangé, la nutrition a été meilleure, etc. Et je me suis plus écouté sur la course. C'est peut-être possible, mais je sais que sur la partie vélo par exemple, qui était roulante, mais il y avait quand même du dénivelé. Je savais que je pouvais appuyer plus sur les pédales, mais dans ma tête, je me disais, roule à cette allure-là, même si tu peux aller au-delà, n'y va pas, parce qu'après, t'as un marathon qui t'attend, tu l'as jamais fait, t'as jamais fait d'Ironman, donc tu sais pas comment tu vas réagir. Et puis pareil, quand je suis descendu du vélo, que j'ai commencé les premiers kilomètres de la course à pied, je me suis mis à une allure où je savais que je pouvais courir bien plus rapidement, mais je me suis dit, attends, t'es à 2 km et demi, voilà, t'en as encore à peu près 40 à faire, t'es encore là pendant un très long moment, donc vas-y mollo, et puis tu verras ce que ça donne. Et j'ai bien fait parce qu'après forcément j'ai un peu ralenti, mais cette gestion de course, tout en cherchant juste à la finir, et à faire une course complète et vraiment où je puisse profiter de la course, fait que ouais, je fais un temps qui je pensais pas faire ce temps-là. C'est pas le meilleur chrono, et il y a bien meilleur, mais pour un premier et pour moi ça me va, ça me suffit. Franchement, donc, très largement sub 13 heures, donc 12h24, ouais. C'est beau pour un premier, hein. Il y en a peu qui, même après plusieurs tentatives, arrivent à faire un sub 13 heures. On le rappelle, avec ton niveau d'engagement qui est limité par ton niveau d'entraînement, parce que tu peux pas t'entraîner plus de 10, 12, 13 heures par semaine, quoi. Et franchement, c'est beau. Puis en plus, Cascais est sympa parce que c'est un Ironman de fin de saison, donc l'été est déjà passé, t'as remis une couche avec l'entraînement en septembre et un peu en octobre, donc franchement c'est un Ironman qui est idéal, je trouve, mieux qu'en début de saison, et mieux que pendant l'été, parce que tu crèves de chaud. J'ai accompagné des potes sur des Ironman à Vitoria-Gasteiz en Espagne en plein mois de juillet. Si t'es pas acclimaté à la chaleur, faire le marathon sous 50 degrés, c'est invivable, quoi. Ouais, là c'est une belle course. Alors moi je l'avais choisi pour la petite histoire parce que sur le parcours vélo, on passait par le circuit de Formule 1 d'Estory. Et ça, moi, en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Parce que ça me faisait rêver de me dire, je vais faire du vélo sur un circuit de Formule 1. Voilà. Bon, t'en as un autre qui est comme ça, mais c'est Dubaï, c'est un peu plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Mais finalement, et en plus, c'est une très belle destination. La course est très belle, le parcours vélo est magnifique. Il y a du dénivelé, mais il est bien parce qu'il est concentré sur une seule montée, grosse montée dans l'arrière-pays. Et puis, comme tu disais, au niveau du calendrier, c'est bien parce que là, contrairement à celui que je vais faire là la semaine prochaine, c'est en octobre, donc en fait, même au Havre, comme on dit, il fait pas beau, sauf en été. En fait, ça te laisse le temps, t'as juin, juillet, août, septembre, où t'as un gros bloc de préparation, où tu sais qu'en fait, même si t'es en Normandie ou dans un endroit où il pleut, en fait, à tout l'été, ou si ça se passe bien, et normalement ça se passe bien, il fait super beau, t'as vraiment un entraînement qui est... t'as ta préparation hivernale, mais tu sais que derrière, en fait, pendant 4 bons mois, en fait, il va faire des temps sublimes. Et puis le soir, après le travail, tu sais que le soleil il va se coucher à 20h, 20h30, donc t'as le temps, même si le soir, après le travail, tu as besoin de te faire des sorties longues en course à pied, etc., en fait, t'as le temps, quoi. Contrairement aux courses de début de saison, où là, même là en juin, fin juin, tu te dis, en fait, t'as uniquement un peu du mois de mai et le mois de juin pour, après le travail, pouvoir te faire des grosses sorties après. C'est sûr que c'est plus compliqué. Comment tu récupères
après Cascais, justement, donc l'année dernière, qui était ton objectif de l'année. Il t'a fallu... Est-ce que tu as stoppé? Est-ce que tu as continué? Il t'a fallu combien de temps? Et surtout, combien de temps il t'a fallu pour te dire, bon, bah allez, le deuxième, ce sera 3 petits points. Alors, ça va être bête à dire, mais l'année dernière, du coup, j'ai fait le 70.3 des sables. Alors, je le fais quasiment chaque année. Alors après, là, ça va peut-être changer avec les projets perso, etc. Mais tous les ans, je le faisais. Et puis, donc, l'année dernière, rebelote, je fais le 70.3. J'ai été inscrit à l'Ironman, du coup, de Cascais, donc pour mon premier. Et avec un ami, et même moi, j'avais anticipé parce qu'on savait que les sables allaient accueillir son premier Ironman l'année prochaine, etc. Et puis, avant même d'avoir fait Cascais, et la veille de faire le 73 des sables, je me suis inscrit à l'Ironman des sables. Donc, même avant d'avoir fait mon premier Ironman, de savoir comment ça s'était passé, je m'étais déjà inscrit à un deuxième. Tu vois, donc après c'est peut-être un petit peu fou dans ma tête, mais je m'étais dit il faut pas que je rate l'occasion. Enfin, j'ai commencé au sable, voilà, les sables qui accueillent son premier Ironman, en plus c'est une destination super, magnifique, etc. On était avec un ami, etc. Qui fait du triathlon et qui est très très fort. Alors, on s'est dit on s'y inscrit. Enfin, on pense que les places vont partir très vite, etc. Donc là, la course de dimanche, là, j'étais déjà inscrit avant même d'avoir fait mon premier Ironman. Donc ça fait déjà un an que je suis inscrit. Pour la petite histoire, je crois qu'on est moi et mon pote, on est les 2 premiers à avoir été inscrits, parce que sur le stand, sur le village Ironman, il y avait un stand justement où ils faisaient la publicité de l'année prochaine il y a l'Ironman, etc. Et on avait été les voir, et ils nous ont dit on vous envoie un SMS quand les inscriptions elles ouvrent, etc. Et on était juste à côté, et, à 10 secondes après l'ouverture, on était déjà inscrits. Donc voilà. Donc j'étais déjà inscrit avant même de faire Cascais, et après pour la récup et pour reprendre, alors c'est vrai que moi j'ai pas été très bon élève. Normalement j'aurais dû reprendre plus rapidement que je l'ai fait, mais j'ai mis quand même du temps avant de reprendre l'entraînement. Je continuais de faire de la course à pied, etc., de courir, mais c'est vrai que j'ai mis un bon mois, 2 mois avant de me recentrer vraiment sur l'entraînement et de repartir sérieusement sur quelque chose. Donc j'ai régressé un peu. Et puis forcément, quand tu fais ta course en octobre, et puis c'était fin octobre, et puis qu'après t'enchaînes, c'est l'hiver, faut se remotiver. Puis après t'as les fêtes de Noël qui arrivent. Voilà, donc là mentalement faut se remettre dedans. Donc ça a été compliqué, ouais. Moi j'ai eu du mal à reprendre. Et puis après, il se passe 1 mois, 2 mois, et tu dis faut peut-être sortir les chaussures du placard et puis retourner, quoi. Et du coup, tu retournes comment? Est-ce que c'est difficile de repartir, sachant que ça fait déjà quelques semaines que t'as pas forcément couru, nagé, roulé, quoi? Ouais, complètement. C'est même limite. Je dirais même que c'est pire que de se dire je stoppe pendant un bon mois, etc. Parce que forcément, c'est ce qui se passe là, c'est que pendant des mois, après ton travail, tu vas t'entraîner, le week-end, tu vas t'entraîner, etc. Donc forcément, une fois que la course est finie, tu dis allez, je me pose un peu, même le week-end, j'en profite pour faire des choses que je faisais pas avant, pour sortir, même après le travail, je me pose, etc. Et finalement, tu tombes dans un engrenage qui est très mauvais. Et je pense que ce qu'il est mieux de faire, c'est de se dire, je fais à la limite 1 semaine, 2 semaines de coupure intensive, quitte à aller courir 1-2 fois si j'en ai envie. Mais c'est de quand même continuer le sport après. Donc c'est-à-dire, même si tu fais 1, 2 heures, 3 heures dans la semaine, de dire je vais faire une sortie vélo, je vais courir, faire un footing ou une EF en course à pied, mais c'est de pas stopper, parce qu'après la reprise elle est encore plus dure, parce que tu te dis, niveau cardio, niveau physique, c'est plus compliqué, et de 2, faut trouver encore plus de motivation, de se dire là faut vraiment s'y remettre, quoi. Alors que si tu vas crescendo, en fait c'est juste progressif, quoi. Donc et moi ça a été beaucoup plus compliqué de me dire en fait là faut vraiment y retourner. Là tu passes de 0 à finalement là tu reprends à 100%, quoi. Donc c'était plus compliqué. Si tu n'avais pas été inscrit à l'Ironman des Sables d'Olonne, qui aura lieu samedi prochain, dimanche prochain quand on se parle, t'aurais repris aussi intensivement ou pas?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense, après, c'est sûr que moi, dans ma tête, il me faut un objectif de course pour que je puisse m'entraîner, pour que je puisse avoir un point de mire, de me dire, bah voilà, j'ai cette échéance-là pour me motiver, etc. C'était comme au basket, hein, moi, quand j'avais, si j'avais pas les matchs le week-end, en fait le basket ça aurait pas été, je m'y serais pas donné autant que je m'y suis donné, parce que pour moi c'est pas une bonne mentalité, mais pour moi le sport, il y a le côté compétitif dedans. C'est compétitif pas vis-à-vis des autres, surtout vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que voilà, c'est se donner des objectifs, de dire bah tu fais ça pour que à telle date, tel jour, etc. Même si c'est pas une course, de dire bah à tel mois, dans tel mois, je vais arriver à faire un 10 km, pour des personnes qui débutent le sport, bah j'aimerais bien dans 3 4 mois réussir à faire un 10 km, voilà, sans m'arrêter. C'est des choses où moi dans ma tête c'est pareil, c'est de se dire que faut faire du sport pour le plaisir, mais aussi ça permet de se donner des objectifs. Et moi, si j'ai pas un objectif, en fait j'ai du mal. Et là en l'occurrence en triathlon, pour moi le triathlon ça vient aussi forcément avec les courses, parce que quand tu t'entraînes tout l'hiver, pendant plusieurs mois juste comme ça, bah c'est pas quelque chose de très plaisant, parce que forcément l'entraînement, on voit le côté de la course où en fait t'as les supporters, t'as le côté course avec l'ambiance, etc. Mais derrière t'as toutes les heures d'entraînement où t'es seul, où tu sors en hiver, tu te cailles sur le vélo, etc. Pour moi c'est ça qui fait la force du sport, quoi. Et la force du sportif, en l'occurrence du triathlon. Oui aussi, ouais. Donc là, dimanche, tu t'alignes sur ton deuxième Ironman, sur lequel tu t'étais inscrit avant même d'en avoir fait un premier. Donc c'est presque ton deuxième premier Ironman. Et tu fais pas que pour le sport. Si tu veux bien nous parler un petit peu de pourquoi tu te donnes autant à fond pour cet objectif. Ouais, tout à fait. Alors en fait, moi j'ai mon papa qui est décédé il y a 2 mois. Il avait la maladie de Charcot, donc il l'avait depuis presque 8 ans. Donc c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que j'ai un entraînement, déjà je m'entraîne seul et pas en club, parce que niveau organisation, agenda, etc. c'est compliqué de trouver du temps, parce que j'ai ce côté sportif, mais comme je dis aussi, j'ai ce côté aussi très famille, où j'essaie de passer, j'ai pas envie de me bloquer beaucoup, du temps, si c'est pour plus voir ma famille, etc. Et donc les week-ends, les soirs, etc. j'aimais bien aussi, même si j'allais pas m'entraîner, je préfère aller voir ma famille, je préfère aller voir passer du temps avec mon père, etc. Et donc là il est parti au mois d'avril, et donc cette course, donc même si j'y étais déjà inscrit l'année dernière, mon objectif c'était quand même de courir pour lui, forcément, cette course là. J'avais tenu à faire Cascais l'année dernière, pendant qu'il était là. J'aurais souhaité énormément qu'il soit encore là aujourd'hui, mais je suis très content d'avoir fait Cascais, parce que j'ai pu en faire un pendant qu'il était encore là, et qu'il ait pu voir que j'ai réussi à faire en fait le Graal du triathlon finalement. Et donc finalement j'aurais été vraiment déçu si finalement je m'étais pas aligné sur Cascais, ce qui était pas forcément ce qui était pas obligatoire au début, mais j'étais très content. Et donc dimanche, je vais courir pour lui, et puis donc avec l'ARSLA, donc c'est une association du coup qui défend la maladie de Charcot, les aidants, où les dons permettent de financer la recherche, etc. pour cette maladie-là. Donc du coup ils organisent tous les mois de juin ce qu'on appelle éclat de juin, et les défis de l'été. Donc là typiquement ce week-end ils ont fait les 24 heures du lac, autour du lac d'Annecy. Et donc moi j'ai ma page du coup sur éclat de juin, qui permet en fait de récolter des dons, si les gens veulent faire des dons, s'ils veulent s'inscrire pour tout le mois de juin jusqu'au 30 juin je crois, c'est courir, et puis chaque kilomètre en fait ça permet j'aime bien leur slogan, c'est courir pour ceux qui ne le peuvent plus.
en fait. Et donc voilà, c'est ma manière à moi en fait de soutenir la RSLA, mais aussi de courir pour mon père, parce que voilà, de base je l'aurais fait, mais là il y a encore il y a encore un truc en plus pour moi qui fait que en fait ça va être mon premier triathlon en fait où il sera pas là derrière son téléphone à suivre mes résultats et puis avoir un SMS de lui après la course, quoi. Wow. Bon, déjà, toutes mes condoléances pour ton papa qui est parti il n'y a pas longtemps. Ouais, ça va te permettre de te transcender encore plus pour atteindre la ligne d'arrivée dimanche prochain. Ouais, tout à fait. Je pense que, encore une fois, je touche du bois pour qu'il se passe la même chose, si ce n'est mieux que à Cascais, c'est-à-dire que les planètes s'alignent et puis que la nutrition ça se passe bien, que je puisse arriver frais, courir comme il faut, etc. Mais je sais que j'ai jamais abandonné. Enfin, je sais que l'année dernière, sur le 73, je me suis fait renverser sur le vélo, il a plu des torrents, etc. et j'ai pas abandonné. Mais là, je sais que j'ai un truc en plus qui fait que au-dessus de ma tête, je sais pourquoi je le fais. Et alors, sauf grave pépin ou autre problème mécanique où il se passe quelque chose de grave, etc. Mais je sais que j'abandonnerai pas et je sais que ça va me donner une énergie supplémentaire pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et puis au départ, mon objectif était vraiment d'aller chercher cette année, je dis pas un sub 12 ou un sub 11h30, etc. Avec la préparation, du coup, c'est pour ça aussi que ces derniers mois ont été, niveau prépa, j'ai eu un peu de mal parce que forcément, comme je disais, même avec mon ami, avec la prépa course à pied, c'est pour ça que ça s'est stoppé. Parce que forcément, il y a ça chamboule et puis c'est difficile de s'y remettre. Là, l'objectif, il est uniquement de passer la ligne d'arrivée. Tu vois, c'est vraiment quel que soit le temps que je vais faire. Donc forcément, l'objectif, c'est de faire avant la barrière horaire. Mais voilà, je vais avoir quelque chose au-dessus de ma tête et je sais qu'il sera là pour me pousser. Et puis là où je suis très content aussi, c'est que il y aura ma compagne, il y aura ma mère, il y aura ma sœur, du coup, qui seront là, qui sur les dernières années pouvaient pas venir parce que forcément elles étaient là pour mon père et puis elles pouvaient pas le laisser, etc. Donc là, je suis très content que ma mère et ma sœur puissent venir. Il y aura ma belle famille aussi, etc. Enfin, là, c'est vraiment une course où, je sais pas, c'est moche de dire ça, c'est pas une course de fête, mais c'est une course où je sais que, en fait, c'est une course pour lui que je fais. Et il y aura ma famille aussi qui sera là pour me supporter et puis pour qu'on lui rende hommage à ce niveau-là, quoi. Donc c'est vraiment une course plaisir et une course entre guillemets pour l'honorer et puis pour courir pour lui, quoi. C'est beau. Juste pour revenir rapidement sur cette fameuse maladie, donc la maladie de Charcot, ça c'est le petit nom qu'on lui donne. En réalité, ça s'appelle la SLA, donc c'est la sclérose latérale amyotrophique, qui finalement finit par paralyser le corps et le corps entier des gens qui en sont atteints. Le plus grand représentant entre guillemets en France, c'est Olivier Goy, qui est un grand entrepreneur et puis qui en est atteint depuis quelques années et qui communique beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire ? Alors, de ce qu'on nous disait, en fait, il y a plusieurs types de SLA. En fait, il y a plusieurs gènes, etc. Il y a un type de SLA qui est héréditaire, mais il y en a vraiment très 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 peu. C'est vraiment très rare. Déjà, la SLA, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, de base, c'est une maladie. Je veux pas dire que c'est un tirage. Enfin, c'est pas comme au casino. Enfin, c'est au casino. C'est la boule, elle tombe sur vous. Il y en a un où c'est héréditaire, mais c'est vraiment très minime. Enfin, c'est vraiment déjà l'âge. Enfin, c'est hyper malchanceux d'avoir la SLA déjà, parce que c'est le loto. Et puis quand c'est héréditaire, c'est encore plus malchanceux parce que ça touche vraiment, je dirais pas 5% des maladies de la SLA, mais c'est vraiment très minime. Mais il y en a. Moi, mon père, il avait, dans sa grande générosité, la première chose qu'il a voulu savoir et qu'il a voulu faire quand il a su qu'il avait cette maladie-là, c'était de savoir si ça allait toucher ses enfants. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. Mais c'est une maladie qui peut toucher vraiment n'importe qui. Bon, mon père qui était, il a jamais bu, il a jamais fumé. Si je fais du sport aussi, c'est un peu grâce à lui parce que il
il faisait tout le temps du sport. Il a fait quelques quadrathlons des entreprises. Il a fait du basket également dans le club où j'en faisais des années. D'ailleurs, si je me suis poussé à fond dans le basket aussi, c'est parce que le jeudi soir, quand il allait à son entraînement, j'allais avec lui et puis je le regardais tous les soirs. Enfin, je le regardais à chaque entraînement. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a pas, c'est pas une question d'hygiène de vie, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est vraiment une maladie qui peut toucher n'importe qui. Et puis ils disent sur le site de la RSLA qu'il y a 5 décès par jour pour 5 nouveaux cas, et ça peut toucher n'importe qui et à n'importe quel âge. Moi je le vois, mon papa il est parti, enfin il l'a eu en 2018, il est parti là, il avait 60 ans, 61 ans. Quand vous allez sur la RSLA, l'ambassadrice aujourd'hui c'est Pauline Messier, elle a 22 ans, elle l'a eu à 20 ans, enfin ça fait 2 ans qu'elle l'a. Donc c'est vraiment une maladie qui est, je veux pas dire qui est très peu connue des gens, parce qu'elle commence à se faire entendre, parce qu'on en parle aussi, niveau du gouvernement, etc. Enfin il y a des politiques, enfin il y a des politiques sur là il y a un médicament qui permet de réduire un peu la maladie, etc., qui est remise en cause par les politiques, etc. Donc c'est pour ça qu'on entend parler. Et puis peut-être parce que je suis dedans aussi, parce que forcément, vu que j'ai baigné dedans, je m'y intéresse plus et je le vois plus. Mais j'ai l'impression qu'on en parle plus de cette maladie-là, parce qu'il y a de plus en plus de cas. Et puis c'est une maladie qu'on commence à prendre vraiment au sérieux et qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est une des maladies les plus graves au monde, et c'est une maladie qui est incurable. Donc forcément, ça, quand on est dedans, on sait que on est emprisonné de son corps, et puis on est condamné finalement du coup à partir de cette maladie-là, et c'est pas douloureux physiquement, enfin de ce que notre père nous en disait, mais mentalement et psychologiquement, c'est douloureux quoi. J'imagine, pour toi, quand tu en es atteint et que tu sens que ton corps se détruit seul, que tu deviens paralysé, que tu peux plus rien faire, que tu dépends des autres, et puis pour les aidants, pour les accompagnants, pour les proches, pour la famille aussi, de voir le corps s'éteindre au fur et à mesure, quoi. Ouais, tout à fait. Comme je disais, il était très sportif, il s'arrêtait jamais, il passait jamais son temps dans le canapé, etc. Et puis du jour au lendemain, alors forcément c'est progressif, mais du jour au lendemain en fait vous vous retrouvez à être, à plus pouvoir vous lever, à plus pouvoir, vous mettre à genoux pour faire du jardinage, vous pouvez plus bricoler, vous pouvez plus vous servir de vos doigts, ça doit être hyper, moi je peux pas me mettre à sa place, mais ça doit être tellement frustrant, et en fait c'est ça la plus grosse, c'est ça qui fait le plus de mal en fait dans cette maladie, c'est de voir qu'on est prisonnier de son corps et qu'on peut plus rien faire en fait, et puis que on est dépendant des autres après. Moi je sais que je tire mon plus grand chapeau, et puis j'admire énormément ma mère pour tout ce qu'elle a fait, parce que pendant toutes ces années, c'est elle qui s'en est occupée aussi, tous les matins en plus de son travail, qui le levait, qui lui donnait à manger sur la faim, qui l'habillait, etc. Et c'est vraiment quelque chose au quotidien qui est, même pour les aidants, qui est vraiment hyper, ça vous enferme dans une bulle. En fait personne peut comprendre, et vous êtes enfermé dans un mode de vie qui fait que maintenant vous vivez que pour ça, et c'est dur en fait, c'est dur. Donc en fait on souhaite ça vraiment à vraiment personne, parce que ça, je veux pas dire que ça détruit une vie, si finalement ça détruit une vie, mais c'est un mode de vie qu'on ne souhaite vraiment même pas à son pire ennemi, quoi. Ouais. Écoute, en tout cas, c'est très beau ce que tu fais, c'est très beau que tu en parles. Ce que je te propose, on en parlait un petit peu en off avant, c'est de débriefer
dimanche, une fois que tu auras fini l'Ironman. Et puis, on verra dans quelle mesure on met soit ce débrief sur l'épisode en cours à la fin, soit on refait un autre épisode. Et puis comme ça, tu pourras aussi nous dire non seulement comment s'est passé ton Ironman, ton premier Ironman, ce que tu as ressenti en allant au bout, est-ce que tu sentais justement la présence de ton papa, et puis voilà, un petit peu l'émotion que tu as ressentie en passant la ligne, parce que nul doute que tu passeras la ligne. Ouais, surtout. J'espère la passer déjà, j'espère. Et puis je pense que ça va être je pense que ça sera la plus belle ligne d'arrivée que je puisse faire. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans pour une autre association, pour la RSLA, mais mon père était encore là. C'était l'association Espoir. C'est 3 frères, normands d'ailleurs aussi, qui leur papa est parti aussi de cette maladie-là. Et justement, ils avaient créé une marque, justement Espoir, et pendant la course à pied, j'avais mis le t-shirt, j'avais mis un t-shirt de course à pied Espoir, mais là, celle-là, elle va être particulière. Elle va être très, très belle, je l'espère. La collecte de fonds que tu as lancée aussi pour soutenir la RSLA, tu la laisses ouverte après ton Ironman ou tu la clôtures dimanche ? Non, en fait, c'est vraiment dépendant de la RSLA. En fait, c'est vraiment leur défi qu'ils font pendant tout le mois de juin, où en fait, c'est ouvert jusqu'au 30 juin. Donc, en fait, c'est du 1er au 30 juin. Donc, en fait, c'est sur site Éclat de Juin. Moi, le groupe, l'équipe, en fait, pour faire un don sur notre page, en fait, ça s'appelle les voiles solidaires. Les voiles, parce que pour un petit histoire, mon père adorait la voile, la mer, c'était son truc. Donc en fait, c'est vraiment avec eux, en fait, ils font du 1er au 30 juin. C'est le mois de la SLA. Le 21 juin, il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le jour justement de la SLA. C'est vraiment le jour de la journée mondiale de la SLA. Et donc voilà, c'est eux, après le 30 juin, en fait, les pages se clôturent, etc. Ok, bon donc du coup on le remettra pas dans les notes de l'épisode parce que l'épisode sortira après le 30 juin. En revanche, je mettrai dans les notes de l'épisode comment te suivre, LinkedIn et autres. Et puis les gens pourront venir regarder ton profil, et je pense qu'il y en aura d'autres, des collectes de fonds. Il y aura d'autres Ironman, d'autres défis sportifs et d'autres collectes de fonds. Oui, il y en aura d'autres. Et puis tous les ans, de toute façon, faut pas, même hormis le mois de juin, de toute façon, faut pas hésiter. Après, tous ceux qui veulent participer, etc. Les dons pour les associations, etc. C'est pas uniquement ces mois-là. La RSLA fait ce truc-là tous les ans au mois de juin, mais tout au long de l'année, en fait, il y a le soutien qui est possible. Les dons pour les associations, c'est pas uniquement de telle date à telle date, c'est vraiment tout au long de l'année. Et c'est comme ça que justement on arrive à faire bouger les choses. Et puis moi, comme on disait en off, moi à ma petite échelle, avec comme je disais, avec mon petit cercle de personnes que je connais, etc. Si on fait en fonction de ce qu'on peut, mais on est telle personne plus telle personne plus telle personne, on arrive à faire des grandes choses. Et puis je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont leur page pour l'éclat de juin, etc. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est la communauté qui fait que en fait on se sent soutenu, et la maladie se sent la RSLA se sent soutenue pour faire des choses, pour faire avancer la recherche, quoi. C'est clair. Et c'est ce qu'il faut. De la même manière que nous, sur notre projet Road to Etileux, on soutient la France Sclérose en plaques. N'oubliez pas, tu l'as dit déjà, que les dons, c'est pas que pendant le mois de juin pour la SLA, c'est pas que pendant le mois de mai pour la sclérose en plaques, c'est toute l'année. Et puis en plus, tous les dons que vous faites, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal. Donc en gros, si vous voulez donner 100 €, poussez un peu plus, parce que sur les 100 €, vous allez pouvoir récupérer, alors suivant votre statut, 60 ou 75 € en réduction d'impôt. Donc voilà, mettez 200 balles, quoi. C'est ça, exactement. On te souhaite bon courage pour l'Ironman dimanche prochain. Qui devrait avoir beau temps au Sable d'Olonne, donc ça va être sympa. Ouais, ils ont prévu. Alors, on croise les doigts, parce que on n'est jamais à l'abri avec les grosses températures, qu'il y a un orage qui arrive après. Mais ouais, ils ont prévu un beau temps et surtout une forte chaleur, autour des 27-29 degrés. Donc, comme tu disais tout à l'heure, courir sous la chaleur, c'est pas joli, mais là, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais ça va le faire. Comme je disais, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, et ça va le faire. Écoute, encore une fois, bon courage, bonne continuation, Richard, et puis on se reparle bientôt pour pouvoir débriefer avec cet Ironman. Avec grand plaisir. Merci à toi, Hermano. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. C'était Devenir triathlète,
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs! Salut Armano, petit débrief suite à l'Ironman des Sables d'Olonne en 2025 en juin. Une petite appréhension avant la course au vu de la symbolique de cette course pour moi, plus les deux bons gros mois avant la course qui ont été très compliqués. J'ai pu très peu m'entraîner, mais finalement quand on arrive dans l'ambiance du week-end, sur le village et puis même au moment de prendre le départ de la course, je me suis senti hyper bien. Pas de pression comparé à celui d'octobre ou à Cascais quand je l'avais fait. Donc là, pas de pression, j'avais vraiment qu'une seule envie, c'était vraiment d'y aller. Même la partie natation, quand je suis parti à 7h, même si c'est pas mon point fort, ça l'a toujours pas été. J'ai fait le même chrono qu'à Cascais, donc j'ai pas perdu de temps, j'ai pas gagné de temps, donc ça c'est un peu le bon point entre guillemets vu le peu d'entraînement que j'ai pu faire. Juste un petit peu plus compliqué parce que la mer était un peu plus agitée, etc. Plus le courant était plus défavorable, notamment dans le chenal. Mais ça s'est bien passé. Après la partie vélo, alors ça au top. J'avais fait la reco, comme j'avais dit, début du mois de juin. Je pensais que ça allait être très compliqué. Finalement, j'ai roulé comme je le voulais, sans forcément forcer, mais j'ai gagné plus de 45 minutes par rapport à Cascais, avec une moyenne à 33,5 sur les 180 bornes. Donc ça, vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir des jambes en plus, les jambes que mon père m'accompagnait sur le vélo, parce que j'étais hyper bien, j'étais à l'aise, sans forcer, mais une vraie partie de plaisir. Et puis le marathon, au début ça se passait bien. Je courais un peu, pareil que Cascais, je me mettais à une allure où je pensais pouvoir tenir, où j'étais bien sans trop forcer, mais je me cramais pas, etc. Et puis dans ma tête, je pouvais tenir cette allure-là vraiment tout au long de la course, donc du 5,40 à peu près. Moi, ça me convenait parfaitement. De toute façon, au vu du vélo que j'avais fait, je savais que dans ma tête, je pouvais faire un meilleur chrono que Cascais. Donc l'objectif, c'était surtout maintenant de finir correctement. Donc les 20 premiers kilomètres se passent super bien. En plus, là pour cette année, du coup, j'avais en plus de ma compagne, ma belle famille, j'avais ma mère et ma soeur qui étaient présents sur le bord de la route. Donc c'était super. Mais voilà, à partir du 23e, 24e kilomètre à pied, du coup avec la canicule, donc 30 degrés plus la nutrition qui passait plus du tout, ça a été un peu la descente. Plus compliqué sur les 20 derniers kilomètres pour finir le marathon. Mais je termine en 11h28. Je gagne 1 heure sur Cascais que j'avais fait en octobre 2024. Très satisfait de ma course, une finish line vraiment avec les larmes aux yeux, etc. Donc franchement, très honnêtement, la plus belle course de ma vie qui s'est la mieux passée. Et je suis vraiment content d'avoir réalisé cette course. Et puis en plus avec la symbolique qu'elle avait. Donc franchement, très content.